Bonjour tout le monde. Le titre, moi, je l'ai un petit peu changé dans ma présentation, parce que oui, on va parler de matières dangereuses, mais je veux bien que tout le monde comprenne que l'approche de responsabilité élargie des producteurs, c'est pas une approche qui se limite ou qui vise à couvrir que des matières dangereuses, même si, à tout le moins au Québec et un peu partout où on fait de la REP, on a bien entendu priorisé au départ des programmes qui visaient à gérer des matières qui ont une certaine nature dangereuse. Pas nécessairement toujours au sens du règlement, c'est les matières dangereuses, mais on s'entend qui nécessitent une manutention et un souci particulier. Alors, ma présentation va se diviser en quelques parties. Un très bref mise en contexte historique, parler un peu du règlement lui-même, même si je ne vais pas trop insister parce qu'on n'est pas ici nécessairement des entreprises assujetties, mais il faut quand même comprendre d'où ça vient, à quoi ça sert, comment ça fonctionne dans les grandes lignes. On va parler ensuite des produits visés actuellement. On va parler des programmes en place et on va parler d'éventuelles futures désignations de nouveaux produits. Alors, c'est quoi la responsabilité élargie des producteurs ou la REP, pour faire plus court? Alors, selon l'OCDE, il le définit comme un instrument de politique environnementale qui étend les obligations du producteur, je vais revenir sur la notion de producteur, à l'égard d'un produit jusqu'au stade de son cycle de vie qui est en aval de la consommation. Autrement dit, on dit aux entreprises, tu mets en marché produit X, Y, Z. Dorénavant, une fois que tu le mets en marché, ta responsabilité, elle ne s'arrête pas là. Ça ne reste pas non plus à ta garantie. Elle va aller jusqu'à la gestion, finalement, en fin de vie utile de ce produit-là. Et selon l'OCDE, toutes les approches de responsabilité élargie des producteurs devraient comporter deux grands principes, c'est-à-dire d'amener les entreprises à gérer ces produits-là en respectant la hiérarchie des 3 RVE et aussi de façon à créer des mesures pour inciter vers l'éco-conception des produits mis en marché. Bien entendu, pour réduire les quantités, augmenter leur durée de vie ou encore faciliter leur gestion post-consommation. Alors, l'approche de responsabilité élargie des producteurs, elle n'est pas toute nouvelle au Québec. En fait, elle a été introduite dans la politique québécoise de gestion des matières résiduelles de 1998. Et dès 2001, on adoptait notre premier règlement en la matière qui concernait les restants de peinture et les contenants de peinture. Et en 2005, suivait un deuxième règlement qui concernait les huiles usées, les contenants d'huile et les filtres à l'huile. Et l'approche de responsabilité élargie des producteurs, elle a été reconduite dans la nouvelle et actuelle politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui a été adoptée en 2011, qui se veut une politique pérenne. Donc, elle n'a pas une date de fin comme telle. Par contre, elle est accompagnée d'un plan d'action 2011-2015 qui, lui, de toute évidence, devra être mis au goût du jour, en principe, l'année prochaine. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action-là qu'on a adopté un nouveau règlement sur la responsabilité élargie des producteurs, qui est en fait le règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Ce règlement est arrivé là, adopté en juillet 2011, et maintenant c'est un règlement en cadre, donc qui vient englober toutes les catégories de produits qui sont assujettis par une approche de responsabilité élargie des producteurs et qui est venu englober les deux règlements que j'ai mentionnés avant sur les peintures et les huiles, là, qui n'existent plus de façon distincte, mais qui sont maintenant, qui ont été transférés dans ce nouveau règlement. Alors, le règlement sur la responsabilité élargie des producteurs, règlement REP, là, pour faire court, à quoi il sert, dans le fond? Le but, c'est simplement d'obliger les entreprises qui mettent en marché au Québec certains produits, également à mettre en place des programmes de récupération et de valorisation pour gérer ces produits-là lorsqu'ils atteignent la fin de leur vie utile, et ce faisant, de le faire en suivant un certain nombre d'exigences réglementaires pour lesquelles je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais je vais quand même couvrir certains éléments qui sont quand même importants à saisir. Alors, le règlement cadre, il est en plusieurs chapitres, mais les 5 premiers chapitres constituent ce qu'on appelle le tronc commun, c'est-à-dire ce sont les obligations de base qui sont applicables à toutes les catégories de produits, peu importe si je suis une peinture, une huile ou un produit électronique. Et il y a une partie qui est plus spécifique, qui est le chapitre 6, qui vient décrire justement chacune des catégories de produits, quels sont les produits qui sont visés dans ces catégories-là, lesquels sont exclus, et toute autre particularité qui est propre à une catégorie de produits donnés, notamment les objectifs de récupération qu'ils devront atteindre au fil du temps. Je résume dans cette diapo ici simplement certaines des principales exigences d'un programme REP. Encore là, je vais rapidement parce que l'auditoire ici, c'est plus comment on peut en bénéficier de ces programmes-là et non pas comment on doit les mettre en œuvre. Mais c'est quand même important de comprendre un petit peu là, à quoi, en tant qu'utilisateur ou générateur de ces produits-là, en fin de vie utile, on peut s'attendre d'avoir comme programme. Une des obligations, ça va de soi, dans les programmes, c'est d'établir des points de dépôt ou des services de collecte qui peuvent être complémentaires ou en remplacement, sur tout le territoire du Québec où les produits sont mis en marché. En principe, c'est assez rare qu'il y ait des régions du Québec où on n'a pas accès à
un des produits qu'on a, qu'on a visés. Donc, en principe, ça devrait couvrir l'ensemble du territoire du Québec. Dans le règlement, il y a des dispositions sur les normes minimum de points de dépôt, mais je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'un point de dépôt ou un service de collecte doit accepter tous les produits de même type qu'un produit visé. Alors, autrement dit, et je vais revenir un petit peu dans les détails tantôt, un programme individuel chez la compagnie XYZ qui met en marché des produits visés sous la marque XYZ, elle est tenue de récupérer tout produit de même type. Alors, si vous avez un produit de marque ABC, puis vous achetez un nouveau produit semblable près de la compagnie XYZ, puis qu'elle a mis en place un programme de récupération, il faut qu'elle reprenne votre ancien produit, même si ce n'est pas sa marque. Alors, il n'y a pas de distinction sur la marque. Ils doivent inclure aussi des produits dits historiques ou orphelins. Historiques, c'est les produits qui ont été mis en marché il y a peut-être 10 ans, 15 ans, donc avant que le règlement rentre en place. Alors, les programmes ne récupèrent pas que les produits qui vont venir désuets après la date d'entrée en vigueur du règlement, mais aussi ceux qu'on génère là, à partir de maintenant, même si ça fait longtemps qu'on les a. Et les produits orphelins, mais c'est les produits pour lesquels, justement, les compagnies, les entreprises qui les ont mis en marché n'existent plus. Bien, les compagnies qui se sont substituées à ces entreprises-là doivent les accepter dans leur programme. Alors, c'est des notions qu'il faut comprendre, même comme générateur. Il faut comprendre aussi que les programmes sont tenus d'atteindre des taux de récupération qui sont éventuellement, là, dans le temps, pénalisables si jamais ils n'atteignent pas les performances. Donc, c'est important aussi, en tant que générateur, de connaître ces programmes-là et de contribuer à leur succès, ce qui va faire en sorte qu'on va aussi contribuer au succès de la mise en œuvre de notre politique et de l'atteinte de nos objectifs nationaux. Les programmes sont tenus de faire aussi des activités d'information et de recherche et développement. Alors, encore une fois, c'est important d'encourager les programmes dits officiels parce que ce sont eux qui, éventuellement, vont investir dans la recherche et développement pour trouver des meilleures solutions pour les gérer en fin de vie utile parce qu'il y a encore beaucoup de défis à relever, surtout quand on parle de matières dangereuses, une matière souvent très complexe à gérer. Et bien entendu, ces programmes-là ont des comptes à rendre au gouvernement. Le suivi est fait notamment par Recyc Québec, mais à chaque année, il y a non seulement des rapports annuels, mais aussi toutes sortes de vérifications qui doivent être faites là, sur les données qu'ils déclarent, sur la façon qu'ils gèrent les produits, la traçabilité des produits, etc. Alors, la notion de producteur, c'est qui est visé? Encore là, je le dis parce que souvent, la notion de producteur, dans le langage courant, on pense que ce sont les manufacturiers, que ce sont les industries où on fabrique les produits. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Ça peut être le cas, mais c'est loin d'être limité à ça. Surtout dans un contexte légal où on est une province, on n'est pas nécessairement un territoire où on produit beaucoup de ces biens-là, mais on est plutôt un endroit où on les fait venir, où on les consomme. Alors, les entreprises qui sont visées, qui sont assimilables à la notion de producteur, ce sont les entreprises qui mettent sur le marché québécois soit en tant que détenteur d'une marque de commerce, soit en tant que premier fournisseur. Alors, c'est quoi un premier fournisseur? C'est pas celui qui le manufacture, c'est celui qui le fait venir en amont de la chaîne de distribution au Québec. Donc, ça peut être un grossiste, ça peut être un importateur, mais ça peut aussi être un détaillant si ça approvisionne à l'extérieur du Québec. Ça couvre aussi la notion d'une entreprise qui, parce que pour ses propres besoins, elle a généralement des volumes importants d'un certain produit qu'elle utilise. Si elle les fait venir elle-même de l'extérieur du Québec, elle devient un premier fournisseur, même si elle l'utilise pour son propre usage. Donc, selon les règles du règlement, c'est aussi l'entreprise visée. Je vous donne un exemple vite. Je sais pas, moi, je m'appelle l'entrepôt déco. J'ai juste un gros magasin au Québec. Je vends de la peinture, puis je vends des lampes au mercure et tout ça. Mais comme j'ai quand même un gros volume, moi, j'ai un distributeur qui est en Ontario, puis je commande là. Je suis un premier fournisseur. Je fabrique rien, je n'ai pas de marque de commerce, mais je suis un premier fournisseur. Donc, je suis visé par le programme pour mettre en œuvre un programme de récupération. Alors, revenons finalement à ce qui nous intéresse davantage. Présentement, dans le règlement REP, il y a 5 catégories de produits qui sont visés. Comme on l'a dit tantôt, les peintures, ou plutôt les résidus de peinture, ainsi que les contenants de peinture, qu'il y ait des résidus dedans ou qu'ils soient vides, pas d'importance, sont visés. Les huiles, on va voir tantôt les détails des types d'huiles visées, les contenants d'huile et les filtres à l'huile, encore là visés depuis 2005. Et en 2011, on a ajouté aux huiles les liquides de refroidissement et les antigels ainsi que leurs contenants. Et toujours avec la nouvelle adoption du règlement en 2011, on a 3 nouvelles catégories de produits, donc les piles, les lampes au mercure et les produits électroniques. On va revenir sur les détails tout après, là. Donc, on voit ici que les catégories qui sont présentement visées sont assimilables en général à des matières dangereuses, incluant les produits électroniques. Les produits électroniques ne sont pas tous des matières dangereuses, mais la plupart contiennent des matières dangereuses, donc sont par définition assimilables à une matière dangereuse. Les motifs pour avoir désigné ces matières-là ne sont pas que la notion de dangerosité. Ça peut être la notion des volumes en cause, les risques de contamination de d'autres filières de gestion de matières résiduelles. Ça peut être le fait que ce sont des marchés en croissance, donc on veut essayer d'attaquer la gestion de ces matières-là dès maintenant, avant que le problème devienne un défi encore trop gros à relever.
Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer dans la prise de décision. Pourquoi désigner une matière plutôt qu'une autre? Là, on va y aller catégorie par catégorie. Alors, dans les peintures, qu'est-ce qui est visé présentement? Alors, toutes les peintures au latex, toutes les peintures à l'alkyd, même s'il y en a de moins en moins. Mais aussi à la notion de peinture, on assimile tous les produits comme les teintures, les apprêts, les vernis, les protecteurs. En fait, dans le jargon de l'industrie, on appelle ça de la peinture architecturale. Et donc, c'est tout apprêt qui vise à décorer, à entretenir, à protéger une surface. Alors, ça inclut les peintures qui vont à l'extérieur, les peintures qui vont à l'intérieur. Par contre, ça va venir exclure, bien entendu, les peintures artistiques. Là. Alors, l'aquarelle et autres, on ne va pas aller viser ça. Et ça va aussi exclure certaines peintures qui sont conçues et destinées exclusivement, je dis bien, pour une utilisation en milieu industriel. Par exemple, les peintures pour les ateliers de débosselage ne seront pas visées. Par contre, la petite canette que vous allez trouver en quincaillerie, celle-là va être visée. Ce n'est pas nécessairement les mêmes compositions chimiques. Même chose que si vous avez des peintures pour certains meubles qui vont être utilisés dans l'industrie ne seront pas nécessairement visés, mais leurs pendants qui sont disponibles grand public vont être visés. Ensuite, j'ai mis les objectifs ici. Je vais passer très rapidement. J'ai mis les objectifs pour chaque type de produit, simplement pour que vous ayez comme référence. Et pour, dans le cas des deux premières catégories, les peintures puis les huiles, vous voyez que les objectifs sont déjà élevés, 75% qui s'appliquent déjà annuellement, qui va augmenter à 80 en 2017. C'est déjà élevé parce que les programmes existent déjà depuis plusieurs années. Dans le cas des peintures et des huiles, qui sont des produits qui se consomment à l'usage, l'objectif est calculé sur une moyenne. Il y a des études de caractérisation qui ont été faites pour essayer d'établir quelles sont les quantités qui restent disponibles à la récupération après usage. Tandis que pour les autres produits qui ne se consomment pas à l'usage, comme un produit électronique ou une lampe, c'est basé sur des unités vendues. Par contre, on a fait des études, on va continuer de les mettre à jour pour essayer d'évaluer la durée de vie moyenne d'un produit pour dire, les produits qui ont été vendus en 2012, normalement en 2015, devraient en avoir X% de disponibles, donc qui auront atteint la fin de leur vie utile. Alors, il y a toutes sortes de savants calculs qui doivent être faits. Alors, pour les huiles, sans tout lire, là, on s'entend que essentiellement les huiles qui sont visées, on parle des huiles qui servent donc à la lubrification, à l'isolation, au transfert de chaleur. Donc, essentiellement les huiles qu'on utilise dans des véhicules, dans des équipements motorisés, dans de la machinerie lourde. Ça peut être aussi dans des systèmes hydrauliques ou des systèmes de transmission. Et c'est seulement les huiles qui sont mises en marché dans des contenants de 50 litres ou moins. Alors, les huiles qui sont mises en marché en vrac ou qui sont mises en marché dans des barils réutilisables ne sont pas inclus dans les quantités visées ici. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas gérés, c'est juste qu'ils ne sont pas visés dans le règlement ici. On vise maintenant, comme je le disais, les liquides de refroidissement, mais ceux utilisés dans les véhicules et dans la machinerie, et on ne vise pas les liquides de refroidissement, par exemple, dans les systèmes géothermie. Pour l'instant, là, c'est pas visé. On verra pour l'avenir. On vise tous les filtres, alors les filtres à l'huile, que ce soit pour un moteur, une machinerie, un système de chauffage, et les filtres pour les liquides de refroidissement, et les contenants d'huile ou de liquide également là, de 50 litres ou moins. Alors, on exclut, bien entendu, les huiles qui se consomment à l'usage. Hein. L'huile moteur 2 temps qui brûle avec l'essence, ça va être bien difficile d'aller récupérer. Par contre, le contenant, lui, il est visé. Donc, il doit quand même être déclaré dans le système. L'entreprise doit quand même contribuer au financement des systèmes, etc. Ils doivent compter aussi dans les statistiques de récupération. Donc, il y a différentes huiles qui se consomment à l'usage, hein, les huiles de démoulage, les huiles à chaîne, etc. Et dans les liquides de refroidissement, comme j'ai dit tantôt, on exclut pour l'instant les systèmes d'échangeurs de chaleur. Et bien entendu, les huiles de cuisson, donc les huiles de restaurant et tout ça, c'est pas visé dans cette catégorie-là ici. Alors, on voit les objectifs, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Bien entendu, pour les antigels, par contre, on a commencé les objectifs plus bas, vu que c'est un nouveau produit qui a été ajouté en 2011. Alors, éventuellement, avec une amélioration continue de 5% par année de performance attendue, éventuellement, il va rejoindre le niveau des huiles. Dans les contenants, si les contenants en antigel sont gérés, mélangés avec les contenants d'huile, c'est l'objectif des huiles qui s'applique. Les piles. Alors, les piles, c'est une des 3 catégories qui a été rajoutée en 2011. Les programmes ont commencé en 2012 parce que quand le règlement est adopté, on donne toujours une période d'environ 1 an pour que les programmes se mettent en place, pour que les entreprises puissent faire leurs arrangements. Alors, on parle ici de toutes les piles rechargeables, peu importe la forme, peu importe si c'est au lithium, cadmium, peu importe la composition chimique, peu importe la taille, je dirais. C'est que toutes les piles à usage unique, donc essentiellement nos piles alcalines et les piles boutons. Ce qui est exclu, c'est les piles batteries de plomb acide, donc la pile automobile, ainsi que toutes les piles qui sont conçues pour un usage automobile. Donc présentement, même pour les véhicules électriques, les piles qui sont dans ces véhicules-là ne sont pas visées par notre règlement. C'est quelque chose qu'on suit, qu'on regarde, mais pour l'instant, c'est pas visé. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas gérées, par contre. Encore une fois, certaines piles qui sont conçues exclusivement pour un usage industriel, souvent c'est à cause de leur format qui, finalement, ne sont pas compatibles avec les programmes qui vont être mis en place, là, qui ne sont pas visés pour l'instant.
Encore là, les objectifs, on commence pas très élevés, surtout pour les piles à usage unique. On s'entend que c'est facile de mettre dans la poubelle, dans le fond du tiroir, mais on les fait augmenter quand même jusqu'à 65 % à terme. Puis à terme, présentement, c'est autour de 2019. Alors, dans les lampes au mercure, pas très compliqué, les lampes au mercure, donc tout ce qui est tube fluorescent, toutes les formes. Alors, même s'il y a une forme en rond pour certaines torchères, que le tube ait 2 pieds, 4 pieds, 8 pieds, ce sont des lampes au mercure, c'est visé. Les lampes fluo compactes, je pense qu'on n'a plus besoin d'expliquer c'est quoi une lampe fluo compacte. On s'entend que les tubes fluorescents, les gros volumes sont plus justement dans les ICI. Les fluo compacts sont les plus gros volumes dans le marché résidentiel. Mais on vise également tous les autres types de lampes qui contiennent du mercure à cause de la problématique mercure qui est quand même un des plus grands contaminants sur la planète et parce qu'au gouvernement du Québec, on a aussi plusieurs ententes intergouvernementales avec notamment la Nouvelle-Angleterre et d'autres provinces canadiennes d'atteindre les objectifs de réduction d'émissions de mercure. Donc, il faut aller chercher le maximum de sources de mercure. Donc, dans les autres types de lampes au mercure, on a souvent des éclairages de rue. Dans les voitures, avec les lampes haute intensité, il y a du mercure là-dedans, mais il y a toutes sortes d'autres applications aussi, notamment dans de l'instrumentation spécialisée, là où il peut y avoir de l'éclairage au mercure. Il n'y a aucune exclusion ici. Les objectifs, encore un peu comme dans les piles, on ne commence pas très élevé, mais l'objectif est d'atteindre ici de 80 % et non pas de 65 comme dans les autres programmes. Finalement, la 5e catégorie, et non la moindre, les produits électroniques. Ça aussi, les programmes sont en place depuis l'été 2012. Alors, essentiellement, tous les produits électroniques d'usage courant sont visés dans cette catégorie-là. Donc, que ce soit les produits d'informatique bureautique comme nos ordinateurs, nos imprimantes et tous les périphériques qui s'en suivent, les tablettes, etc. Les appareils audio, vidéo, divertissement, donc incluant toute la panoplie de téléphonie, du cellulaire en passant par le satellitaire en allant jusqu'au téléphone traditionnel, les projecteurs, les lecteurs DVD, les consoles de jeux vidéo. Et les GPS, etc., c'est visé également. Et les accessoires électroniques, on s'entend, de ces produits-là sont visés. Donc, on va aller viser également les clés USB, les webcams. Tous ces produits-là font partie des produits qui doivent être déclarés par les entreprises dans les programmes et qui doivent être acceptés dans les programmes de récupération. Ce qui est exclu, encore une fois, c'est des produits qui sont destinés exclusivement à un marché ICI. Quand je dis exclusivement, c'est important ici parce que l'écran d'ordinateur qui soit utilisé chez vous ou à votre bureau, c'est le même écran d'ordinateur, donc il n'est pas exclu parce que c'est un consommateur ICI qui l'a visé. Et l'entreprise va payer aussi le fameux écofrais qui vient avec, même si c'est un usage institutionnel, par exemple. Ce qu'on va exclure ici, je donne souvent un exemple dans une grande surface, à la caisse, le lecteur optique pour le code-barre, ça, c'est conçu pour un usage commercial. On n'a pas ça dans nos maisons. Donc, a priori, il est exclu. Par contre, si l'écran où affiche effectivement la transaction, c'est le même écran que ce qu'on achète pour mettre sur nos ordinateurs, l'écran, lui, va être visé. Alors, c'est ce genre de distinction. Il existe aussi des tours d'ordinateurs qui sont conçus spécifiquement pour des usages un peu plus robustes, ça va chauffer un petit peu plus, mais d'apparence, de format, c'est assimilable à un autre, il va être visé. Par contre, le gros serveur qui prend tout l'étage du deuxième étage de l'édifice, il ne sera pas visé. Et bien entendu, tout ce qui est non électronique, là, comme les équipements de transport, c'est pas visé. Les taux de récupération commencent pas très élevés, mais quand même un peu plus élevés pour les produits informatiques, à 40 %, et l'atteinte de l'objectif, c'est 65 %. Je ne me suis pas attardée aux astérix, là, mais on voit bien, comme je disais tantôt, que les taux de récupération, encore là, on les calcule sur la base des quantités estimées disponibles à la récupération selon des durées de vie moyennes. Mais je ne rentre pas dans le détail des calculs des pénalités. Alors, on a la notion des produits visés dans des produits autres que des produits visés. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les fameux composants. Alors, il arrive souvent, puis c'est le cas surtout des piles, où, effectivement, on va acheter un produit qui n'est pas visé. Alors, prenons un outil rechargeable. Alors, une perceuse rechargeable, sans fil, elle a une pile. Alors, maintenant, depuis 2013, il y avait une année d'écart entre la première désignation. Ces piles-là doivent aussi être déclarées, doivent aussi être récupérées. Alors, si vous avez effectivement un outil, vous remplacez la pile, mais la pile que vous remplacez, vous pouvez la rapporter dans le programme, elle fait partie du programme. Et ça veut dire aussi que les entreprises qui mettent en marché ces produits-là sont également tenues de contribuer à ces programmes-là ou de les mettre en place eux-mêmes. Alors, comment participer au programme? Les programmes les plus connus, c'est ce qu'on appelle les programmes collectifs. Mais en fait, quand on lit le règlement, c'est chaque entreprise qui met en marché un produit visé qui devrait, en principe, mettre en œuvre son propre programme de récupération et valorisation. Bien entendu, ni eux ni nous voulions une panoplie de dizaines, pour ne pas dire centaines et milliers de programmes de récupération. Donc, il y a une disposition du règlement qui dit « Tu peux t'affranchir de ton obligation en devenant membre d'un organisme qui est reconnu par EC Québec et qui va gérer sur une base collective les produits. » Bien entendu, la très, très, très grande majorité des entreprises ont opté pour se prévaloir de cette exemption. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 5
organismes de gestion reconnus par Recycle Québec. Donc, 5 programmes collectifs, soit un programme collectif par catégorie de produits. Mais on a quand même 7 programmes individuels, des fois qu'on appelle des programmes communs quand ils sont gérés au nom d'une bannière. Je vais vous les présenter rapidement. On s'entend que les gros volumes, ce sont les organismes de gestion reconnus qui les gèrent. Alors, dans le secteur des peintures, il y a un programme collectif, c'est géré par l'organisme Éco-Peinture. Au niveau de la façon qu'on peut rapporter nos produits, donc dans le programme collectif d'Éco-Peinture, c'est via certains points de vente. Donc, la plupart des grandes chaînes de quincaillerie, Rona, Canam, Manac, tout ça, acceptent les résidus de peinture. En principe, ils acceptent les contenants vides aussi. Je mets un petit bémol parce que, selon les volumes, encore là, on s'adresse à un auditoire d'ICI. Si vous arrivez dans une quincaillerie et vous avez seulement peinturé quelques locaux puis vous avez quelques contenants de résidus, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir les ramener là. Sauf que si vous avez 2 camions pleins, un conteneur plein, il faut appeler Éco-Peinture puis voir avec eux où apporter ça, comment pouvoir en disposer dans leur programme. Parce que si un point de dépôt n'est pas capable, pour des raisons généralement de volume ou de quantité, de poids, d'accueillir les produits générés par un ICI, il doit fournir un service équivalent, complémentaire, sur le même territoire. J'ai toujours mis les adresses Internet parce que des fois, sur les sites Internet, via des codes postaux, des choses comme ça, il y a des moteurs de recherche pour trouver les points de dépôt. Mais si vous avez un besoin particulier, souvent, il faut contacter l'organisme pour savoir, moi, dans ma ville, j'ai telle quantité, j'ai tel produit, comment est-ce que je peux me bénéficier de votre programme pour pouvoir m'en départir. Et je vous dis tout de suite, si jamais vous avez des problèmes, ne vous gênez pas pour appeler soit Recycle Québec ou nous appeler, nous, pour nous le signaler, parce que dans tous les programmes, il y a des disparités. Il y a encore des régions, des fois, qui sont plus ou moins bien desservies. C'est important qu'on sache pour qu'on puisse trouver des solutions avec les organismes. Dans la peinture, il n'y a aucun programme individuel. Au niveau des huiles et des antigels, l'organisme qui gère le programme collectif, c'est la SOGU, pour la Société de gestion des huiles usagées. Les services de récupération, bien entendu, les huiles usagées, il y a beaucoup d'ICI, notamment les garages, mais aussi des fois des bâtiments ou certains types d'activités industrielles qui génèrent des volumes importants, qui ont déjà leur réservoir, tout ça. Donc, la SOGU a convenu avec les différents récupérateurs au Québec. Elle accrédite des récupérateurs, bien entendu, qui auront toutes leurs autorisations et tout, pour effectivement offrir un service de collecte des huiles porte-à-porte, si je peux dire. Souvent, ce service-là va être accompagné par une subside, disons, d'encouragement là, pour envoyer les produits dans le programme. Ça s'applique aussi pour la récupération des contenants ou des filtres. Les canettes aussi sont visées là-dedans quand c'est des lubrifiants à base d'huile. Il y a aussi des récupérations dans les écocentres. J'en parle pas trop des écocentres aujourd'hui, ni pour la peinture, ni pour les autres. Je l'ai quand même marqué ici. On s'entend que présentement, à la Ville de Québec, les écocentres n'acceptent pas les clientèles ICI, peu importe la taille de l'ICI. Peut-être que c'est une situation qui pourra évoluer dans l'avenir, je ne peux pas vous le garantir. Par contre, je l'ai quand même indiqué parce que de plus en plus, et je sais qu'il y a des gens ici de la région de Rimouski, du Lac-Saint-Jean, de plus en plus de municipalités régionales ou de municipalités qui ont changé un peu leurs règles de leurs écocentres et qui accueillent maintenant des ICI, à tout le moins certains types d'ICI pour, quand ce n'est pas des gros volumes, qui puissent profiter du service. Dans les huiles, donc j'avais dit beaucoup, le gros volume, c'est dans les services de récupération porte-à-porte, mais ou sinon, si vous allez sur le site de la SOGU, si vous avez des volumes, il y a des points de dépôt, souvent dans des centres services auto ou ailleurs, où vous pouvez aller porter vos huiles usagées ou vos contenants vides ou vos filtres. Également pour les antigels. Je sais que dans la région de Québec, il y en a à peu près 9, là, fait que je ne vais pas en favoriser un plus qu'un autre, mais il y en a plusieurs. Vous pouvez les apporter vous-même. Dans les huiles, c'est le secteur où il y a le plus de programmes individuels. Il y a 4 programmes individuels. Canadian Tire, c'est le plus gros. Safety Clean, Crevier, Pocket et Fils, d'autres programmes individuels de moindre envergure. Donc, normalement, si vous avez juste quelques gallons d'huile usée, ça vous adonne mieux de passer chez Canadian Tire. Vous pouvez les rapporter chez Canadian Tire. Même chose pour vos filtres, même chose pour vos contenants vides. Crevier aussi, dans ces stations d'essence, en principe, vous pouvez les rapporter aussi. Ils ne font pas nécessairement une grande publicité de ça, mais c'est disponible. Pour ce qui est de Safety Clean, le Pocket et Fils, comme ils ne font pas nécessairement de vente au détail, leurs services sont plus en boucle fermée, donc c'est moins accessible à tous. Dans les piles, c'est l'organisme, c'est Appel à recycler. Alors, les points de dépôt, quelqu'un a parlé ce matin des boîtes, je crois que Mme Genet. Les boîtes d'appel à recycler sont disponibles à tout ICI qui veut effectivement se doter d'une boîte. Si vous êtes une entreprise qui, dans vos activités, vous générez beaucoup de piles de toutes sortes, vous avez intérêt à avoir la boîte parce que quand elle est pleine, c'est tout frais payé, vous la fermez, vous l'envoyez dans la poste, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, c'est plus pour dire, bon, ben mes employés, des fois, ils ont des piles là, dans leurs appareils, tout ça, je vais les desservir. C'est à vous de décider si effectivement l'envergure de ce qui est potentiellement à générer vaut la peine. Mais chose certaine, c'est que l'organisme offre des boîtes à qui en fait la demande. Vous la retournez une fois par année, une fois par semaine, c'est pas important.
Par ailleurs, il y a des boîtes, effectivement, qui sont déjà disponibles dans toutes sortes de services de proximité, que ce soit dans les pharmacies, dans les bibliothèques, dans les bureaux de poste. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez trouver des boîtes. Et là encore, sur le site Internet d'Appel à recycler, avec votre code postal, ça va vous dire où sont situées les boîtes les plus proches de chez vous. Les écocentres municipaux, pour ceux qui y ont accès. Il y a un programme individuel dans les piles, c'est IKEA, retour en succursale. Donc, on s'entend que pour Québec, c'est pas trop pratique. Alors, Lampe au mercure, programme collectif par l'Association des producteurs responsables, qui est en fait un organisme qui vient de la Colombie-Britannique qui s'appelle Product Care. Et ils ont un programme qui est plus connu sous le nom de Recycle Fluo, qui avait été initialement mis en place par la Fédération québécoise des municipalités, qui a été repris par Appel à recycler au Québec. Il y a un service de collecte porte-à-porte à partir du moment où vous avez au moins une palette de lampes au mercure. Alors, si vous avez des gros édifices, je sais qu'ici dans la salle, il y a des gens qui gèrent des immeubles. Si vous avez une palette ou plus, vous les appelez. Ils vont convenir avec vous d'un montant, puis d'un moment, puis un camion qui va passer chercher votre palette. Ou sinon, il y a encore les éco-centres et il y a encore aussi certaines quincailleries. Si c'est juste quelques tubes à la fois ou quelques lampes fluo-compactes, vous pouvez les apporter dans certaines quincailleries. Encore là, le même programme individuel pour les lampes chez IKEA, en succursale. Alors, produits électroniques, finalement, le programme collectif, c'est l'ARP. On a vu le logo ce matin. Mme Genet en a parlé un peu. Il y a des services de collecte aussi pour les ICI selon les volumes. Il faut vraiment contacter ARP, là, encore là, via leur site Internet ou par téléphone, pour leur expliquer c'est quoi la nature des produits que vous avez, parce que les autres, selon si vous avez plus bureautique ou autre chose, ils peuvent peut-être décider de vous faire affaire ou d'envoyer une entreprise de récupération plutôt qu'une autre. Et ce qui est intéressant aussi, des produits électroniques, comme il y a certains types de produits qui sont susceptibles de pouvoir être réemployés, c'est en passant par eux qui vont. Si vous avez effectivement des produits ou si vous êtes intéressé à ce que vos produits soient acheminés au réemploi, ils vont vous envoyer. Souvent, c'est des entreprises d'économie sociale qui vont aller chercher vos produits puis qui vont après ça les traiter pour aller plus vers le réemploi. Et ce qui ne pourra pas être réemployé, de toute façon, va être réacheminé dans la boucle du recyclage. Il y a aussi des points de dépôt, surtout dans les magasins comme Bureau en gros, Best Buy, Future Shop. Et maintenant, il y a des électrobacs. Il y en a depuis environ un mois. Il y en a une vingtaine d'électrobacs dans la région de Québec. Et ça, c'est pour les petits appareils. Il y en a un ici en bas, puis il y en a au complexe G. En tout cas, je sais qu'il y en a une vingtaine. Et ça, c'est pour les, je dirais, plus gros qu'on peut mettre, là, c'est peut-être un portable. C'est pas trop gros. Sinon, les tablettes, les iPods, les webcams, les clés USB, vous pouvez mettre ça dans les électrobacs. Et c'est une entreprise indépendante de l'ARP, mais qui est partenaire de l'ARP. Donc, ça va aller dans le programme et géré en fonction des règles de l'art et des meilleures pratiques connues. Et finalement, 2 programmes individuels, Vidéotron et Bell. Bell, c'est un petit peu embêtant parce qu'ils sont membres de l'ARP pour certains produits. Et ils ont un programme individuel pour les produits qu'ils gèrent, je dirais, en boucle fermée, un peu comme le décodeur et les antennes satellites. Par contre, Vidéotron, les autres, c'est surtout ces mêmes produits-là, ils ont leur propre programme. Mais ils sont seulement tenus de prendre des produits qu'ils mettent en marché. Donc, comme Vidéotron ne vend pas des ordinateurs, il ne reprendra pas d'ordinateur. Finalement, alors j'avais mis les adresses Internet. J'ai mis à la fin aussi d'autres adresses Internet. Recycle Québec a mis un site en place qui s'appelle « On en prend soin ». Et j'ai mis l'adresse dans la dernière diapo. Si vous allez là-dessus, vous allez avoir tous les liens pour retourner dans les programmes aussi. Alors, vous allez avoir les points de dépôt, vous allez avoir les produits acceptés, les coordonnées aussi pour rejoindre les programmes si vous avez une situation particulière. Ce qui est important de reconnaître ou de savoir aussi, c'est que l'accès au point de dépôt doit être gratuit. Et que si un des points de dépôt ne peut pas accueillir vos produits, soit en raison d'un seuil ou d'une autre raison, l'organisme ou l'entreprise est tenu de vous fournir un service de récupération alternatif. Des fois, ça peut être un retour postal, en autant que les frais sont payés. Ça peut être un substitut aussi, là, lorsque le produit, bien entendu, n'est pas trop gros. Je sais qu'il y a des fois des gens qui, surtout quand on parle de matières dangereuses, font déjà affaire avec des entreprises qui sont probablement bien correctes aussi, qui vont peut-être prendre toutes vos matières dangereuses, qui peuvent inclure certaines matières sous REP et d'autres pas. On sait qu'on ne vise pas encore les solvants, les cols, etc. Puis c'est ça peut être plus simple pour vous. Ce qui est un peu embêtant, c'est que ça devient un peu des réseaux parallèles par rapport au programme officiel qui vont avoir plus de difficultés à performer. Et aussi, on n'a quand même aucune traçabilité de qu'est-ce qui devient de ces produits-là. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que l'entreprise est une mauvaise entreprise. Elle peut avoir toutes les autorisations, elle peut fonctionner dans les meilleures règles de l'art, sauf qu'on ne le sait pas. Et on n'a pas de traçabilité des produits non plus. Alors, autant que possible, on encourage les gens à passer par les programmes officiels sur lesquels on va avoir des données, on va avoir des suivis, puis qui sont tenus ou sûrs de faire évoluer leur programme pour respecter les meilleures pratiques connues. Tout le monde a déjà entendu parler des fameux éco-frais. Présentement, on les voit surtout sur les produits électroniques. Normalement, les éco-frais devraient être internalisés dans les prix des produits. De toute façon, c'est conforme avec la loi sur la protection du consommateur qu'on a au Québec, mais qu'on n'a pas dans les autres provinces. Par contre, un coût internalisé peut quand même être visible. Alors, présentement, il y a à peu près juste les produits électroniques qui ont fait ce choix-là de continuer à rendre les éco-frais visibles. Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous achetez des piles que vous ne voyez pas éco-frais, que vous n'en payez pas. Alors, c'est pour ça que le service de récupération il est gratuit. C'est lorsque vous achetez le produit, vous le payez, le service de récupération. Donc, c'est une autre chose aussi, si vous faites affaire avec des entreprises
qui, pour la simplicité, vont prendre toutes vos matières, incluant les matières sous REP, bien, vous vous trouvez à payer 2 fois. L'autre chose aussi, des fois, dans les produits électroniques, en particulier, parce que c'est des produits qui ont une certaine valeur à cause des métaux qu'ils contiennent, des fois, des entreprises qui ne sont pas dans les programmes vont vous offrir de les reprendre, même gratuitement. Malheureusement, encore là, il y en a peut-être qui font bien les choses, et certains vont prendre les matières payantes, et tout le reste va aller à l'élimination. Alors qu'on peut quand même récupérer les plastiques et bien d'autres produits, mais il y a un coût à ça. Alors, eux autres, ils ne le feront pas nécessairement. Prochain produit visé, le plan d'action sur les changements climatiques 2013-2020 prévoit qu'on va viser les appareils électroménagers qui contiennent des halocarbures, donc essentiellement frigo, air climatisé, congélateur. Et le ministre Hurtel a laissé entendre dans un communiqué de presse en novembre dernier qu'il avait l'intention d'y donner suite. On travaille là-dessus. Exactement quand ça va arriver, je ne peux pas vous le dire, mais c'est certainement une volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec les gros appareils électroménagers et assimilables dans le sens que on n'ira probablement pas chercher les systèmes de climatisation bâtis dans un immeuble, mais par exemple, un frigo de restauration, un frigo de dépanneur, si c'est mobile et si c'est assimilable à un appareil électroménager traditionnel, devrait être inclus dans le programme. Ensuite de ça, on est en train de finaliser une liste de produits prioritaires à désigner sous REP. En fait, on a pas mal fini notre travail, mais c'est en train de cheminer à l'intérieur du ministère. On a étudié 23 produits différents pour évaluer l'opportunité de les désigner à plus court terme ou pas, selon des critères environnementaux, économiques, d'opportunité, des critères sociaux. Ça, c'est des exemples de produits qu'on a étudiés. Ce n'est pas tous les produits qu'on a étudiés, mais ça vous donne une idée. À peu près les produits aussi qui sont sous REP, soit dans d'autres provinces, soit en Europe. C'est pas mal là qu'il y a le plus d'REP qui se fait présentement en Europe. Donc, on regarde un peu comment ça se passe. Et c'est un peu en vertu aussi du plan d'action pan-canadien pour la responsabilité élargie des producteurs. Le Québec et la Colombie-Britannique, on est pas mal les 2 provinces les plus avancées là-dedans. Je termine en vous disant, par contre, que là, je vous ai parlé de programme REP. Ce matin, on n'a pas parlé comme tel quand la Ville de Québec a parlé de la collecte sélective. C'est correct. C'est juste qu'il faut savoir aussi qu'il y a un régime de compensation de la collecte sélective municipale qui existe. Autrement dit, des entreprises qui mettent en marché des produits dans des contenants, des emballages, qui mettent en marché des journaux, des imprimés, contribuent pour compenser la collecte sélective municipale, ce qui permet justement aux municipalités de pouvoir offrir des meilleurs programmes. Mais ce n'est pas de la responsabilité élargie des producteurs au sens où on l'entend dans les autres catégories de produits parce que ici, c'est vraiment une compensation. On rembourse une bonne partie de la facture. Mais l'industrie n'est pas impliquée dans les opérations de collecte sélective municipale. C'est vraiment les municipalités qui ont la responsabilité de décider comment ils vont procéder. Deuxième picot, le droit environnemental sur les pneus neufs finance un programme gouvernemental de gestion des pneus hors d'usage. Encore là, c'est un bon programme. On atteint des taux de récupération de plus de 85 %. Les pneus sont valorisés. Par contre, ce n'est pas un programme d'REP, parce qu'encore là, c'est le gouvernement qui gère. L'industrie qui met en marché des pneus n'est aucunement impliquée. Donc, pour l'instant, c'est un choix que le gouvernement a fait, mais ce n'est pas de la REP. Et finalement, je voulais juste vous dire que dans le cadre de la révision par les municipalités régionales des plans de gestion de matières résiduelles, la première génération de PGMR qui ont été adoptés en 2004-2009, la plus grande majorité des PGMR se cantonnait aux matières résiduelles issues du secteur résidentiel. Et là, avec la révision, ils n'auront pas le choix que de tenir compte davantage des matières générées par le secteur ICI et de prévoir des mesures pour faire en sorte que ce secteur-là contribue davantage à une meilleure gestion des matières résiduelles. Ça ne veut pas dire que les municipalités vont être tenues d'offrir des services. Ils sont sollicités ici en tant que planificateurs territoriaux, mais ça veut dire qu'ils vont avoir à essayer d'imaginer des moyens pour amener un plus grand nombre d'ICI à bien gérer ces matières résiduelles. Alors moi, c'est simplement une invitation que je vous fais de contacter vos responsables municipaux pour amorcer un dialogue, ce n'est pas déjà fait, sur comment est-ce que le PGMR peut mieux prendre en compte les besoins du secteur des ICI pour que tout le monde contribue à l'atteinte de nos objectifs. Et je ne l'ai pas mis sur la diapositive, M. Pinjon en a parlé. La politique annonce aussi des bannissements de l'élimination de matières résiduelles, oui, pour les matières organiques, mais c'est vrai aussi pour le papier carton et pour le bois, et probablement avant les matières organiques. Donc, c'est temps que tous les ICI soient conscients de ça, puis commencent à adapter leurs pratiques pour être prêts lorsque ça va arriver. Merci beaucoup. Désolée d'avoir pris un peu trop de temps. Merci à la musique. Vous avez les adresses Internet